Il y a 2 ans, le film Miraculous était sorti dans les salles obscures des ciné de France. Peu après, plusieurs vidéastes sur YouTube donneront leur avis et seront toutes et tous à peu près d'accord sur une seule chose. Le film est globalement raté. Et suite à ce genre de déclaration, 3 types de réactions sont possibles. Ouais, clairement, c'était de la merde. Il y a eu un film Miraculous? Le film Miraculous? Un échec commercial? C'est pas ce que dit les chiffres d'entrée en France. Et les nombreux top 1 sur Netflix dans différents pays. Oui. Ce commentaire existe. De mon côté, c'est pas que j'en avais rien à foutre, mais... Si, j'en avais rien à foutre. J'avais mieux à faire, genre, je sais pas moi, m'occuper de mon iceberg. Et si cette vidéo existe, c'est que je pense, vous vous en doutez, j'ai pas aimé le film. Moi non plus. Thomas? Lui-même. Et pourtant, faut y aller pour que je crache sur un film. D'habitude, je suis plutôt du côté de ceux qui défendent les films qui se font démonter sans pitié par la critique et le public. Typiquement, j'ai aimé le film Morbius. Je déconne pas. Je l'ai vraiment aimé. Quoi? C'est pas de l'animation, donc c'est pas comparable? Ok, eh ben j'ai aimé le monde secret des emojis. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée de mon seuil de tolérance, voici une liste non exhaustive des films que j'ai vus qui sont, selon moi, du même niveau que cette erreur de la nature qu'est Miraculous le film. Me dites pas que vous avez mis pause. Genre, même Winnie l'ourson 6, nommé plus communément Les Aventures de Petit Gourou, possède de meilleures idées que cette daube. Et le pire dans cette histoire, c'est que parmi les personnes qui ont aimé ce déchet cinématographique, certains se permettent de reprocher aux gens d'être trop durs avec, d'exagérer sur les critiques. Ben, vous savez quoi? Puisqu'apparemment on est trop sévère pour rien, voici 10 problèmes de Miraculous le film. Beaucoup reprocheront au film de ne pas utiliser les élèves de la classe de Marinette. Ça, à la rigueur, je m'en fous un peu. Non mais c'est vrai, dans la série, ils n'ont que très peu d'importance dans le rapport à la tragédie des Agreste. Ce que j'attendais surtout, c'était que l'on exploite les personnages importants qui sont implémentés à l'histoire d'origine. Prenez Nathalie. De tout le film, elle n'a que 2 minutes, montre en main, de temps à l'écran, qui se résume à un gag éhonté sur lequel on reviendra plus tard, une tentative de peser sur la morale de Gabriel qui durera 20 secondes chrono, ainsi qu'un teasing pour une hypothétique suite. C'est tout. Le personnage n'a aucune profondeur, aucune histoire, aucune caractéristique qui pourrait la rendre attachante. Certains auront donc l'audace de me sortir le fameux argument que oui, mais le film résume les origines, et les origines c'est en saison 1, donc Nathalie n'était pas aussi impliquée que dans la suite. Alors en soi, vous auriez pas tort, hein. Sauf que vous semblez oublier, comme le responsable du scénario, que nous sommes dans un autre univers. Qui dit autre univers, dit un potentiel rabattage des cartes. Autrement dit, comme ils l'ont si bien fait avec les personnages principaux, Nathalie n'était pas nécessairement censée avoir le même caractère que dans la série. Mais non, hein, on va faire passer le perso au 4ème plan parce qu'on n'est pas assez imaginatif. Pareil pour Chat Noir, un personnage qui est probablement un des plus complexes mentalement dans le lore d'origine, et qui en plus avec ce film aurait pu s'avérer être intéressant, puisqu'ici il n'a pas fait le deuil de sa mère, tout comme son père. Sauf que non, encore une fois, le personnage va être bâclé et évincé du scénario au profit de scènes niaises où il va se comporter comme un charreau avec Ladybug. Dis-moi que tu n'as pas compris le personnage sans me dire que tu n'as pas compris le personnage. Dans la série, Chat Noir faisait des blagues pas forcément toujours folles, mais elle faisait mouche. Ici, on a affaire à un mec lourd et insultant qui ne donne vraiment pas envie d'en savoir plus sur son cas. Et c'est comme ça avec tellement d'aspects, comme le Lucky Charm qui n'est réduit qu'à un pathétique pouvoir de l'amour cliché dont on aurait pu vraiment se passer. Sincèrement, il y avait de quoi faire avec le matériel d'origine. Il y avait moyen de revisiter le tout avec une meilleure profondeur. Au lieu de ça, le réalisateur se contente de revisiter quelques scènes du double épisode original, ce qui peut fonctionner à de rares fois, comme pour la scène du miroir, et encore, je suis sympa, mais qui la plupart du temps tomberont à plat. L'exemple le plus marquant étant pour moi la scène où Papillon se dévoile pour la première fois au public, par l'intermédiaire de ses Akuma. De mon point de vue, cette scène est juste lunaire. Je vois vraiment pas ce qu'elle fout là, mis à part pour la référence. Pour vous donner un exemple de film qui a pu se détacher de son inspiration première, on peut citer la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge, sorti en 2005 et réalisé par Cory Edwards, qui, comme son nom l'indique, prend sa source dans le célèbre conte paru en 1697, popularisé par Charles Perrault et les frères Grimm, en revisitant cependant l'histoire d'origine en faisant une enquête policière, suivant le point de vue des 4 personnages centraux de l'histoire, débouchant ainsi sur sa fin par un antagoniste créé de toutes pièces pour les besoins du film, offrant de ce fait un petit bijou de divertissement, tantôt dans ses répliques remplies d'humour et d'audace, que dans ses personnages remplis d'une personnalité attachante, palliant ainsi à une animation beaucoup trop datée qui a du mal à convaincre. Là où cette version survitaminée du Petit Chaperon Rouge parvient à réinventer son propre monde, au contraire, Zag n'arrive pas à se détacher de son support de base. Il y fait constamment référence. Du coup, tu sais pas s'il veut faire maladroitement plaisir aux fans, ou s'il est en mode juste total aléatoire, comme nous le prouve cette image d'Adrien Jeune. Je crois que j'ai ma réponse, hein. Non mais vous foutez de notre gueule là. Mais vous
voyez-vous, ils n'ont pas les mêmes cheveux, donc c'est pas du plagiat, c'est même un clin d'œil assez flatteur de ma part, car... Vous avez littéralement volé un fanmade fait sur YouTube en 2018. C'est notre façon d'inclure les fans dans ce merveilleux projet. Cassez-moi avant que je vous foute un procès au cul. En fait, pour résumer, c'est un peu comme si t'avais une relation à sens unique avec le film. En tant que spectateur, t'attends des choses de la part du film, mais il n'y répond pas. Et t'es censé faire les liens tout seul, en ne prenant pas en compte que le métrage ne fait absolument pas son travail. Le réalisateur peine à s'approprier l'univers qu'il a pourtant vu naître, et ça se voit. Cette fois-ci, à contrario du précédent problème, je relève non seulement une sous-exploitation du matériel de base par rapport à la série, mais aussi un manquement d'exploitation par rapport au concept du film en lui-même. C'est fort ça! T'as affaire à un bac à sable, libéré d'absolument toute contrainte liée à des embargos mis en place par tes propres partenaires. À juste mesure, hein, on va pas voir Ladybug avec une AK-47 descendre ce nécrophile de papillon. Faut pas déconner non plus. Et pourtant... tu te contentes du strict minimum. Prenez le cas de Spider-Man, dont Zack dira s'inspirer. À chaque adaptation, que ce soit celle de Sam Raimi, Mark Webb ou John Watts, que j'apprécie pas forcément d'ailleurs, il y avait un effort sur le renouvellement de chaque saga, afin d'apporter une touche singulière qui saurait faire la différence. Et pourtant, on est à chaque fois sur la même histoire d'origine. Donc, quand le réalisateur nous dit qu'il a puisé entre autres son inspiration dans l'histoire de Spider-Man, ben j'y crois pas trop en fait, hein. Il a peut-être à peine gratté la surface de ce qu'il y avait, mais pas plus. Là où Spider-Man est issu d'un travail d'adaptation véritable, Ladybug est victime d'une retranscription hasardeuse, ce qui ne donne littéralement aucune saveur au nouvel univers mis en place par le film, qui n'a pas grand chose de si rafraîchissant. Pire encore, il fait preuve d'un manquement d'intérêt pour les ficelles scénaristiques qu'il a lui-même mis en place. Comme dans ce moment complètement absurde où la police félicite Ladybug et Chat Noir d'avoir arrêté le gang des chapeaux. Paye ton manque d'imagination. Alors qu'ils étaient encore en tôle il y a près de 10 minutes. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques une erreur aussi monumentale? Alors, voyez-vous, je pense qu'il s'agit d'un passage métaphorique qui représente... Tu te chutes. La seule réponse envisageable à ce foutage de gueule monumental qui prend son public pour des merlanfries est qu'ils abusent de la suspension d'incrédulité. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi la suspension d'incrédulité? Mais... t'étais pas censé être... Oh, et puis bref, on s'en fout. La suspension d'incrédulité est un principe qui se base sur le fait qu'un spectateur puisse être prêt le temps d'un visionnage d'un film, pour ce cas-ci, à passer l'éponge sur certains éléments qui paraîtraient incohérents en temps normal. Ici, il est bien sûr impossible que des ados puissent se transformer en super-héros à l'aide de créatures magiques. Pourtant, c'est une vision logique que nous sommes prêts à contourner durant le film. En revanche, le fait qu'on nous dise que des criminels qui étaient en prison quelques semaines auparavant soient recherchés depuis longtemps est juste complètement absurde. Aigris donc notre suspension d'incrédulité. Si actuellement il est reproché au film d'animation d'avoir beaucoup trop de scénaristes, ici le problème réside dans l'exact contraire, puisque nous sommes confrontés qu'à un seul point de vue linéaire, étant donné l'implication du producteur de la série dans la réalisation et le scénario du film pour mieux coller à sa vision du projet, comme il expliquera en interview. Il n'a tout bonnement aucun recul objectif sur ses décisions autour du projet. Le principal argument pour défendre cet aspect du film, c'est que... oui, mais Disney aussi c'est des comédies musicales et ça dérange personne. Alors au risque d'en hérisser certains, certes, Disney fait des comédies musicales, mais la plupart du temps, les musiques qui s'y trouvent sont utiles à l'histoire, bien dosées et ne la mettent pas en pause. Contrairement à celle du film Miraculous qui ne cesse d'interrompre son récit pour faire du remplissage. Nous, au moins, on savait qu'on s'arrêtait. Bon après, je suis pas fan de vos musiques non plus, hein. Jamais qu'autant c'est fans de toute façon. Typiquement, on peut prendre l'exemple du film Mulan qui n'a que 5 chansons à son actif et qui pourtant se place facilement selon moi dans les meilleures œuvres que le studio ait pu produire en animation traditionnelle. Genre même Wish a fait mieux sur ce point-là. Vous l'avez déjà oublié, c'est ça? Compréhensible. Ils reproduisent les codes d'un studio ayant fait ses preuves sans en comprendre le sens. En préparant cette vidéo, j'avais oublié à quel point les chansons étaient omniprésentes dans ce film. Marinette a des doutes, chanson. Adrien tombe amoureux, chanson. Marinette perd confiance, chanson. Tiki harcèle Marinette, chanson. Il n'y a pas 10 minutes de répit dans ce putain de film. Tu as tout le temps un prétexte pour qu'ils te foutent une de leurs chansons fades et facultatives. Ça en devient lassant. À croire qu'ils ont écrit les chansons avant le scénario. Quoi? Vous déconnez là, il a pas osé. Et ça, c'est le scénario. Mais c'est vide. Mais le pire, c'est pas ça. Non,
Le pire, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les musiques du film ne sont que des entr'actes répétitives et interminables qui n'apportent la plupart du temps que très peu d'intérêt à leur existence même. Comme nous le montre cette reprise du générique, qui va délibérément survoler l'évolution des personnages principaux ponctués par... Attends. Ils ont vraiment résolu le problème de Marinette dans une éclipse temporelle musicale alors que ces problèmes étaient étendus sur plusieurs plans? Il aurait pas fallu plutôt remplacer une des musiques inutiles du début par l'ensemble de ces problèmes pour ensuite voir leur résolution de manière concise? Passons, je vais pas m'étendre davantage sur ce sujet, ça reviendrait à s'acharner sur du vide. De manière générale, les paroles ne veulent rien dire, c'est pas harmonieux, c'est pas cohérent. Alors certes, à titre personnel, je serais probablement incapable de faire mieux, comme en témoigne la chanson à venir. Hein? Mais quelle chanson? Mais qu'est-ce que tu fous avec un fusil? Chut. C'est un fusil de Tchekhov. Mais je trouve que pour une comédie musicale, rater cet élément du film pourtant central est juste honteux. Je vois souvent comme excuse de la part des critiques de certains films adaptant un univers déjà existant que s'il n'était pas à la hauteur, c'était à cause du manque de temps pour retranscrire à l'écran l'essence de l'œuvre originale. Je suis pas d'accord. Pour moi, si on ne perd pas son temps avec des scènes remplies de futilité comme à la louche 60% de celles du film Miraculous, ben je pense qu'on aurait pu largement réadapter les grandes lignes de l'arc Gabriel en 1h30, j'en suis sincèrement convaincu. Sauf qu'à la place, on a un développement beaucoup trop poussé à l'extrême du personnage de Marinette, avec des scénars à où on tente de te faire apprécier le personnage alors qu'elle est juste détestable et insolente. Ce qui nous donnera une des protagonistes les plus insupportables à suivre depuis Coraline. Donc oui, ils n'ont pas pu résumer les 5 saisons en un seul film, mais c'est peut-être parce qu'ils ont trop abusé sur la dite évolution de Marinette? Peut-être que je sais pas, moi, il aurait fallu davantage se concentrer sur tous les personnages importants plutôt que de se focaliser sur un seul qui n'arrive pas à porter le film tellement elle est au ras les pâquerettes. Donc en soi, ce n'est pas vraiment un souci de temps, mais plutôt de répartition du temps. Mais fallait l'avoir cette nuance. Pourquoi ce film existe? Non mais vraie question. Pourquoi ce film existe? Eh bah dans les grandes lignes, ça avait pour objectif de conquérir le public américain afin qu'il puisse se familiariser davantage avec l'univers de Miraculous. Du coup, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on se retrouve en face d'un teen movie auquel on aurait aspiré toute la personnalité avec une paille pour en faire un film générique et sans originalité, qui possède un scénario vu et revu? Alors attention, dites pas ce que j'ai pas dit. Utiliser des ressorts scénaristiques vus et revus n'est pas forcément mauvais, tant qu'on arrive à innover avec pour proposer une nouvelle expérience enrichissante. Typiquement, le film Les Incognitos du studio Blue Sky se base scénaristiquement sur le plot de Tempête de boulettes géantes sorti 10 ans plus tôt, à quelques détails près. On y retrouve l'archétype de l'inventeur loufoque, marginal de la société dans laquelle il est forcé de cohabiter, avec la thématique du manque de présence maternelle dû à un décès tragique que le héros va utiliser comme motivation pour développer une invention qui va causer quelques problèmes, pour au final régler la situation en fin de film et gagner le respect de ses pairs. Et dans les deux cas, ça fonctionne. Chacun des deux films possède une identité propre malgré leurs quelques petites convergences, alors que pour en revenir au film Miraculous, ben ils se contentent juste de piocher par-ci par-là dans la série, en construisant une histoire bancale sans aucune plus-value. Tout ça pour en plus faillir à leur objectif de base. Et étant donné que le métrage ne sortira même pas dans les cinémas américains, mais seulement dans 16 pays et sera directement disponible sur Netflix. Ah bah ça valait bien le coup de nous pondre un navet pareil, tiens. Le film va complètement à l'encontre de son objectif de base. En voulant donner envie aux gens de s'intéresser aux produits d'origine, il n'en fait qu'en détourner les regards par faute d'encadrement des idées. Avec le mime et la magicienne, on avait les ingrédients parfaits pour en faire des Bonnie and Clyde parisiens. Sauf que non, on les relègue au rôle de sbires insignifiants qui sont censés prolonger l'introduction de la menace du papillon, initiée avec la comatisation de Raymond. Vous savez là, le mec qui était en gargouille parce qu'il s'était fait quitter en faisant une demande en mariage. Hein? Quoi? On me dit dans l'oreillette qu'on s'en fout royalement? Attends, depuis quand t'as une oreillette? Je sais pas moi. What the fuck, c'est quoi ce truc, frère? Mis à part la magicienne et le mime qui tirent à peine leur épingle du jeu, la plupart des antagonistes ne sont que de simples figurants, ayant pour la plupart que quelques secondes de temps d'écran, ce qui n'est clairement pas assez pour marquer les esprits, vous vous en doutez. Plutôt paradoxal pour quelqu'un qui dit s'inspirer d'héros comme Spider-Man, puisant toute leur force dans leurs ennemis, aussi divers et variés que profonds selon les cas. C'est d'autant plus regrettable quand tu vois la ribambelle de concept art qui existait sur ces mêmes personnages qui finalement ne seront jamais exploités à leur juste valeur.
Alors, je veux pas enfoncer le clou du bouchon dans les orties, loin de là l'idée de vouloir mépriser encore plus les musiques du film que je l'ai déjà fait, mais vous savez combien de temps ont occupé les musiques du film? Non mais parce que j'avais omis de vous en parler, mais toutes les chansons incorporées au récit ont pris à elles seules 21 minutes et 30 secondes sur toute la durée du métrage, ni plus ni moins. Maintenant, savez-vous combien de temps a bien pu être consacré au développement de notre antagoniste préféré? 2 minutes! Je ne déconne même pas. Ceci révèle très exactement la problématique de ce point-là. Gabriel n'est pas traité avec soin, mais plutôt avec je m'en foutiste. Le mec est autant charismatique et menaçant qu'Opal Cowboy dans le film Artemis Fowl, c'est-à-dire pas du tout. Je suis allé la chercher loin, celle-là. Mettre un antagoniste peu présent dans une œuvre pour accentuer son impact, c'est une chose. Mal gérer son développement et ses apparitions au point de le rendre difficilement crédible, c'en est une autre. Avoir 2 minutes de développement pour un personnage qui n'a que 9 minutes de temps d'écran, c'est trop peu. Vous saviez quel personnage avait 9 minutes de temps d'écran dans son film et qui pourtant était bien plus iconique que Gabriel dans le domaine des films d'animation? La mort. Antagoniste principal du Chapeauté 2, tout comme Papillon qui était celui du film Miraculous, qui pourtant se trouvait être oubliable au possible, contrairement au Chasseur d'âmes. Sa place dans le récit est basique, voire bancale, ces scènes ne lui rendent pas hommage, et le décrédibilisent même plus qu'elles ne le mettent en valeur, au point d'en être facultatif jusqu'au climax, où là il saura se montrer digne de son rôle de boss final, du moins jusqu'à la révélation mutuelle de son identité avec son fils qui lui fera faire machine arrière immédiatement, tandis que tout le monde reviendra à leur vie normale comme si de rien ne s'était passé. Et y a pas un problème là? Genre tout le monde remballe, mais Gabriel il vient quoi? Il a fugué? Il est en tôle? Il est dans sa baraque pépouze comme un coq en pâte? Ou alors on ne sait pas. La réponse était on n'en sait rien parce que ce film est écrit à l'arrache. Il y a une grande différence entre préserver son antagoniste pour l'utiliser stratégiquement et l'exclure de son histoire pour se concentrer sur d'autres détails pas forcément pertinents d'ailleurs. Et ici c'est la seconde option qui a été choisie par Zag. À la fin du film, on ne sait pas où est Gabriel. Est-il mort? Emprisonné? Exilé? On ne sait pas. Son histoire est expédiée à la va-vite et c'est tout. Le problème ne vient pas du temps d'écran. Il vient du traitement attribué au personnage. Mis à part leur implication dans le dernier acte de la série qui est juste catastrophique, Nino et Alia ont toujours su, malgré quelques faiblesses, être de bons conseillers et confidents pour Adrien et Marinette. Ce qui ici n'est absolument pas le cas. Dans le film, Nino n'est qu'un cliché sur pattes insupportable à chacune de ses apparitions. Ce film a réussi à me faire détester Nino. Je répète, ils ont réussi à me faire détester Nino. Déjà qu'il était parti en vrille en saison 5, pour Alia c'est pas mieux hein. Son rôle fixe est juste d'encourager Marinette dans ses conneries pour en faire des exploits. Et en ce qui concerne leur relation à deux balles, n'en parlons même pas. Que des scènes superflues qui nuisent à la fluidité du déroulement de l'histoire pour nous dénaturer deux protagonistes déjà plus très populaires auprès du public. C'est ni fait ni à faire. Non mais dans ce cas-là, quitte à foutre en l'air le caractère des persos, autant créer de nouveau pour l'occasion. C'est notamment le parti pris qu'avait emprunté le film 20 de Pokémon, avec des personnages complètement inédits qui remplaçaient Ondine, Pierre et Régis. Tout à l'heure je vous avais parlé des adaptations de Spider-Man au cinéma, mais ça c'est encore différent vu qu'on se base sur une série de comics, là où en revanche la franchise Pokémon était plus proche de la situation du film Miraculous. Et étant donné qu'ils se sont mis à réinterpréter les débuts de Sacha Akanto dans un long métrage, au même titre qu'Adrien et Marinette qui auront une nouvelle adaptation de leur début en tant que héros. Et même si quand j'étais gamin ça m'avait perturbé de voir d'autres personnages à la place des habituels parce que c'est pas comme dans la série, en grandissant j'ai compris qu'il s'agissait d'un univers autonome qui fonctionnait en parallèle et qu'au final ça fonctionnait terriblement bien. Nouveaux enjeux, nouveaux ennemis, tous les éléments étaient réunis pour en faire un vrai carton. Là où Zag va lamentablement se planter sur sa réimagination des origines de Ladybug et Chat Noir, accompagné d'acolytes aussi insupportables qu'à leur dernière saison de l'arc adapté, Nino et Alia, résumés à de simples rôles-fonctions bien loin de leur profondeur d'antan. Qu'on soit d'accord, je me fous complètement du bal de danse de ce film. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'ils nous ont vraiment pris pour acquis jusqu'au bout. Je m'explique. Un des principaux arguments marketing en faveur du film, c'était qu'il y avait un bal de danse à la fin. On avait des images promotionnelles ainsi que des produits dérivés qui nous le teasaient. Si vous avez vu le film, alors félicitations, vous avez tenu malgré la médiocrité de celui-ci. Mais surtout, vous n'aurez remarqué qu'il n'y a pas de balle de danse. Oui, je vous invite à vérifier, il n'y a pas de balle de danse, on voit simplement les personnages dans un hall en train de discuter, mais c'est tout. Donc quand un de tes arguments pour vendre ton film n'y est même pas présent, je trouve que c'est assez grave pour le souligner. Peut-être trouverez-vous que j'exagère, ce que j'entends complètement, mais pour moi c'est du foutage de gueule. Dans les bonus du film, comme tout film qui se respecte,
On pouvait y retrouver toutes les scènes coupées. Eh ben bordel, je pensais pas qu'on pouvait faire autant de mauvais choix. À titre d'exemple, il y a une scène dans laquelle Adrien parle avec Marinette du décès de sa mère, qui ne va pas être gardée, si ce n'est que quelques instants qui apparaîtront durant l'ellipse. Alors, je vais peut-être faire une comparaison foireuse, et vous allez le voir, c'est le cas de le dire, mais si je résume bien, ils ont préféré foutre un des passages de développement d'Adrien les plus importants dans une ellipse musicale, mais ont en revanche gardé une scène extrêmement relou et pas du tout drôle concernant les gaz de Plague. Ils ont fait quoi? Je comprends vraiment pas la logique qui se cache derrière le développement de ce film. Et ça va être comme ça pour plusieurs scènes. Un peu plus tôt, j'évoquais le fait que Gabriel n'avait que trop peu de développement. Bah une partie se trouvait justement dans ces scènes coupées. C'est quand même aberrant de privilégier des gags qui ne font même pas mouche à du développement de personnages. Et si l'on va encore plus loin, il y a même des storyboards, dont un en particulier qui porte sur l'affrontement final entre Ladybug, Papillon et Chat Noir, qui est bien plus mémorable et impactant émotionnellement que la version finale. Alors que ce n'est qu'un storyboard, ce n'est que des dessins sur du papier. Avec toute la technologie qui a été utilisée pour l'animation de ce film, j'ai plus été impliqué dans son storyboard qui ne possède aucune réelle animation. On en est là. Et je pourrais encore passer du temps pour vous montrer à quel point le produit final est passé devant beaucoup de choses prometteuses. Mais vous savez quoi? Je pense qu'on va commencer à conclure. Miraculous le film est un mauvais film. Sur ça, je reste sur ma position, il est irrécupérable. Il y a des problèmes de partout, des occasions manquées, de l'absence de développement. Bref, il n'y a pas grand chose à sauver. Mais du coup, est-ce que ces problèmes sont vraiment omniprésents au point de véritablement gâcher le film? C'est en me posant cette question que je vous ai proposé de me donner votre avis sur les défauts du film, histoire de voir si nous étions en adéquation en termes d'avis sur les problèmes du film que j'avais évoqués précédemment. Ainsi, j'ai donc classé chacune des faiblesses du film par ordre de mention. Autrement dit, plus vous avez parlé d'un défaut, plus il sera bas dans le classement, contrairement aux défauts les moins énoncés, qui eux se trouvent parmi les derniers dont j'ai pu vous faire part. De cette manière, j'ai tenté de ranger les différentes failles que vous aviez remarquées dans le métrage. Et il y en a quand même un nombre considérable sur lesquels nous sommes d'accord. 7 précisément. Et c'est déjà beaucoup trop. Et pourtant, ce n'étaient pas les bonnes intentions qui manquaient. Zag, grand passionné d'anime et de comics, avait pour objectif de prolonger l'union des deux à travers ce projet qui traînait dans les cartons depuis au moins 2013 et qui aurait dû y rester. En le produisant, il avait accompli son projet, mais pas avec le résultat escompté, n'arrivant pas à ne serait-ce qu'effleurer l'excellence qui ont fait la force de ses sources d'inspiration. La faute due à un scénario bâclé et simpliste au possible. Par ailleurs, le film n'engrangera qu'à peu près 36 millions de dollars pour 80 millions de budget. Et peu importe ce que vous pouvez dire, je pense pas que Netflix puisse pallier à un tel flop commercial. Avec un box-office pareil, pas moyen qu'une suite puisse voir le jour. Ouais, quoi. Mec, regarde les infos. Des infos? Vas-y, je vais regarder ça. D'après le célèbre magazine américain Variety, la suite du film Miraculous verra finalement bel et bien le jour. Quoi? En effet, avec un report pour 2026 puis 2027, le second film est toujours en production. Non mais c'est une blague! Étant prévu pour 2028 selon Jérémy Zag, réalisateur du précédent opus, qui reprendra les rênes de cette toute nouvelle aventure, tandis qu'un troisième volet serait également produit en parallèle. Alors là... Vous avez passé la sécurité, vous? Elle est à l'image de ces nouveaux fichiers. Rompu? Inexistants. Attaquons le scénariste, der pire Noël, contre tous les puristes, face à tout ce zèle. Ce film est plus vide que Venom 3, et pourtant fallait y aller. Plus jamais je ferai confiance à ce gars. Fais passer l'intrigue avant la romance. N'écoute pas la vague de fans virulents. En équipe écrit ton scénario avant. Et peut-être que comme ça ton film sera plaisant.